Comment les fourmis trouvent-elles le pot de sucre dans la cuisine? Quel est le lien entre une fourmi et un robot? Ce sont des questions qu'on va se poser dans cette FNRS TV. Nous sommes avec Claire Detrain, directrice de recherche FNRS à l'unité d'écologie sociale de l'ULB. Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste et au fond, tous les jours, vous côtoyez, vous manipulez des milliers d'insectes, des insectes dits sociaux. Pourquoi les appelle-t-on comme ça? En fait, les insectes concernés sont, par exemple, les abeilles, les termites ou encore les fourmis. Et ils ont pour particularité de partager un même mode de vie social, où il y a une très forte division du travail entre, d'une part, quelques individus reproducteurs qui assurent la production des larves et des œufs, typiquement la reine dans la ruche, et d'autre part, des ouvrières stériles qui assurent l'essentiel des tâches quotidiennes. Ils ont aussi la particularité d'avoir un recouvrement entre les générations, avec les ouvrières adultes qui s'occupent des larves et des œufs qui sont pondus par la reine. Et vous, en l'occurrence, vous travaillez plus précisément sur les fourmis. C'est un bon modèle pour étudier les sociétés animales? Mais tout d'abord, c'est un modèle qui prend peu de place dans un laboratoire, c'est un avantage évident. Mais surtout, c'est un modèle qui permet de comprendre comment un groupe parfois constitué de milliers d'individus, chacun avec ses motivations diverses, voire parfois opposées, est néanmoins capable, à l'échelle de la colonie, de produire une réponse coordonnée et efficace. Typiquement, la piste chimique suivie par toutes les fourmis qui mène jusqu'au pot de sucre au fond de l'armoire de la cuisine. Voilà, on le sait maintenant. Et ce qui est remarquable également, c'est que chaque fourmi n'a accès qu'à une information partielle et locale. Aucune fourmi n'a une vision d'ensemble de son environnement et pourtant, ensemble, elles sont capables de sélectionner la source la plus rentable, d'emprunter le chemin le plus court qui conduit à cette ressource ou de défendre leur territoire. Alors on l'entrevoit déjà ici, tous ces enseignements de biologistes, ils inspirent les experts de la robotique en essaim, le lien entre les fourmis et les robots. Eh bien, effectivement, il y a de fortes résonances avec la robotique collective, car dans ce cas, il s'agit de groupes de robots qui interagissent entre eux et qui sont capables, sans l'intervention de l'expérimentateur, de produire des réponses organisées et coordonnées. Et donc, entre biologistes et roboticiens, il y a donc quelque part des concepts communs qui en font des disciplines sœurs. Alors, les fourmis, ça nous plonge dans un univers fascinant qu'ont pu décrire Bernard Weber ou Méline Pat, selon les références. Et il y a notamment cette particularité, les fourmis qui élèvent des pucerons comme nous on le ferait avec des troupeaux de bétail. Ah, c'est une interaction mutualiste, c'est-à-dire à bénéfice réciproque pour les deux partenaires qui est connue depuis fort longtemps. Effectivement, les fourmis se nourrissent du miella qui est excrété par les pucerons et qui est très riche en sucre. Et en échange, elles assurent la protection de ces pucerons. Et nous nous intéressons notamment aux composés chimiques associés au miella, et cela en collaboration avec les facultés agronomiques de Jean Blou, afin de voir quels composés renforcent et cimentent ce lien existant entre fourmis et pucerons. D'accord. Et donc, est-ce que ce lien est susceptible d'évoluer avec le temps? Oh, sans aucun doute, et le réchauffement climatique pourrait y contribuer. Fourmis et pucerons sont des animaux poikilothermes, c'est-à-dire que leur activité est étroitement liée à la température ambiante. Et dès lors, dans le contexte d'un réchauffement climatique, nous cherchons à voir si une augmentation de la température pourrait renforcer ou au contraire altérer cette interaction entre fourmis et pucerons. Quand on sait que les pucerons sont aussi des pestes de nombre de nos cultures, eh bien, il pourrait en découler des conséquences économiques inattendues. C'est ça. Alors, on a évoqué ici un peu l'intelligence collective des fourmis qui les rend d'autant plus coriaces, on les retrouve partout. Et pourtant, la fourmi souffre d'une forme de fragilité immunitaire qui est liée à une sorte d'homogénéité génétique. Comment font-elles pour compenser cette fragilité? Effectivement, au sein d'une colonie, les ouvrières sont étroitement apparentées, ce qui les rend sensibles au même type de maladie. En outre, elles construisent souvent leur nid dans la terre, qui est un substrat riche en microbes, et elles ramènent régulièrement des cadavres d'insectes, qui sont autant de sources potentielles d'infection. Donc comment luttent-elles, effectivement? Eh bien, outre des défenses immunitaires classiques des insectes, les colonies ont développé toute une batterie de stratégies sanitaires collectives à visée aussi bien prophylactique qu'hygiénique, qui leur permet de
tempérer les risques associés aux pathogènes. C'est ça. Donc une société humaine, elle développe des vaccins, elle détruit ses déchets. Les fourmis, elles, concrètement, elles vont faire quoi? Eh bien, elles rejettent également leurs déchets, nous l'avons montré. Trient les déchets. Voilà, et elles les rejettent de façon différente en fonction du degré de pathogénicité de ces déchets. Nous avons aussi montré que lorsqu'une fourmi est malade, elle a tendance à s'isoler du reste de la société. Et donc, en fait, nous nous sommes passionnés et nous nous intéressons par toutes les solutions qui ont été mises en œuvre par ces sociétés d'insectes pour faire face à leurs défis sanitaires qui sont grands. Claire, vous avez travaillé pour un laboratoire privé avant de devenir chercheuse FNRS. Alors l'inverse est fréquent et on imagine ce qu'il peut y avoir à y gagner de travailler dans le privé. Alors pourquoi vous revenir à la recherche fondamentale? J'ai beaucoup appris de ces années passées dans le privé. Cependant, quand l'opportunité s'est offerte à moi de revenir à la recherche fondamentale en tant que chercheur qualifié au FNRS, je n'ai pas hésité un seul instant, en raison de la grande liberté qu'offre le FNRS dans cette thématique de recherche. Et comme chacun sait, la liberté n'a pas de prix. Bah, profitez-en alors. Et puis, merci d'être venu échanger avec nous sur ce sujet Avec passionnant. plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet fnrs.be. À bientôt.